Bonjour à tous, bienvenue au podcast Croissance et compagnie. Bonjour, bonjour, bonjour. All right, format TGIM aujourd'hui. Yes, c'est quoi TGIM? Pour ceux qui ne le savent Thank pas. God it's Monday. Yes. On embrace le mindset qu'on est content que la semaine et que le grind habituel, hebdomadaire recommence. Pour les vrais passionnés de leur carrière, les vrais passionnés envers ce qu'ils font tous les jours de la semaine, même si souvent ça s'étale durant le week-end, évidemment. Effectivement. Effectivement. Bon, mais ici, par contre, notre mission, c'est de vous amener quand même des stratégies, des astuces, des choses concrètes que vous pouvez implémenter directement dans votre business. Surtout mettre un peu le ton à votre semaine pour une belle semaine des plus productives. Yes. Alright, là-dessus, bon, un invité de marque. Bon, aujourd'hui, j'ai bien hâte de présenter. Tout d'abord, Mélanie, comment ça va? Ça va très bien, toi. Ben, ça va très bien. Écoute, En personne, le printemps est arrivé. En plus, le printemps, bon, il a neigé, il pleut, il fait froid, il fait chaud. OK, le printemps est arrivé, puis il s'en vient, mais c'est ça s'en vient. Tranquillement, pas vite. Effectivement. Julien David, comment ça va? Moi, ça va bien. Ça va très bien? Ça va toujours très bien. Pour moi, tous les jours, c'est lundi. Donc, tous les jours, ça va très bien parce que tous les jours, je commence ma semaine. Ah, c'est bien ça. C'est la première... OK, good. Très bien, très bien. C'est une belle façon de voir. Julien a un super beau background. Il va nous en apprendre énormément aujourd'hui. Je vous le garantis. Tout d'abord, c'est qui Julien? Donc, français d'origine, il a commencé ses études justement en France. Il a il a étudié en commerce international déjà. Il a un bac en administration des affaires, mais surtout une maîtrise en commerce international. ICN Business School, je le dis Exactement. ICN Business School de Nancy. De Nancy. Exactement. Good. Et une fois au Canada, tu as été au HEC de Montréal parce que tu as fait une maîtrise en business électronique. Exactement. Right. Ce qui doit expliquer quand même, pour ceux qui connaissent Julien, que c'est quand même un adepte des technologies. Donc ça doit être un peu... c'est une passion quand même pour les technologies qui date de cette époque-là. Voire même d'avant. Je t'avouerai, je suis un geek refoulé. Un geek refoulé. Ouais, depuis 96, je suis connecté à Internet. C'est un monde qui m'a toujours attiré. Good. All right. Ben justement, tu as commencé ta carrière en France sur plusieurs postes autour des communications et du marketing. Exactement, relations presse, communication d'entreprise, marketing interne d'entreprise, donc toujours au niveau de la com. Ce qui fait que j'ai cet état d'esprit un peu plus marketing que d'autres qui pensent toujours comment faire les choses. Ah oui, absolument. Et c'est à Montréal que la piqûre de l'immobilier te prend. Oui et non. Oui et non? Oui et non. All right, explique-nous. Alors oui, en tant qu'agent immobilier, courtier immobilier sur le terrain, non, parce que je viens d'une famille qui était dans l'immobilier avant. Je devais reprendre les agences de mes parents en France, j'ai toujours refusé de faire de l'immobilier. Je me retrouve effectivement mal pris maintenant parce que je suis dans l'immobilier. Un continent, voilà. Dans un continent. 6000 km de distance, toutefois, je suis quand même dans l'immobilier aujourd'hui. C'est drôle parce qu'on a le même parcours alors, parce que moi j'ai refusé longtemps d'être en immobilier parce que mon papa était en immobilier, alors je voulais pas être dans le même métier. Alors c'est drôle. Ah, oui, c'est vrai. Oui, un petit lien ici, absolument. Et là, donc là, la piqûre te prend, tu commences tes cours en immobilier ici à Montréal. Exact. Et là, tu as quand même plus de 10 ans, donc c'est plus de 10 ans d'expérience en ce moment. Ouais, là, j'ai regardé ce matin, justement, je voyais la barbe blanche qui commençait à arriver. Je me suis rendu compte que je n'avais plus 15 ans. Donc, oui, je ne suis plus un rookie ou je ne suis plus une jeune pousse de l'immobilier. Je commence à être parmi les sages de ce milieu-là, ce qui me fait toujours un peu bizarre. Et là, c'est officiellement un 10 ans, je pense. Tu as commencé en 2012. J'ai commencé en 2012, donc cette année, ça fait 10 ans officiellement. Donc, je vais souffler mes 10 bougies cette année en immobilier. Donc, ça veut dire que je pense que je peux perdurer dans ce métier après 10 ans. Ben, c'est possible, mais moi c'est en 2002, donc ça va faire 20 ans cette année. 20 ans. Yes. Donc, tu n'avais pas plus que 12 ans quand tu as commencé. Félicitations. Exactement. Donc, on a quand même parlé de ton background qui est quand même très intéressant. Tu as quand même parlé également de comment ça l'explique beaucoup de tes tendances, right? Mm-hmm. Comment tu penses que ton expérience professionnelle du passé, ou que ce soit même du côté éducation, influence
les activités professionnelles en immobilier? Je disais justement avant, quand j'ai fait Bold, quelque chose m'avait beaucoup marqué, quelle était ma concurrence. Et ma concurrence, c'était, et je le dis même quand je fais du coaching maintenant, notre concurrence et ma concurrence personnelle, c'est à Montréal le Ritz-Carlton, le 4 saisons, tout ce qui donne du service très haut de gamme. Si on veut après partir plus international, le Waldorf Astoria à New York, l'hôtel Georges V à Paris, dans tous ces hôtels, il y a une constante qui est partout et qui est à travers la planète. Il y a un concierge aux clés d'or. Le concierge, c'est pas juste un simple concierge, c'est quelqu'un qui a accès à tout, qui connaît tout, qui va donner un niveau de service exceptionnel, une expérience exceptionnelle. Dans le passé, je l'ai dit, je faisais de la communication, du marketing et j'ai fait aussi des relations presse. J'ai travaillé pour des personnalités et des entreprises à ce moment-là. Avoir un niveau de service à donner à un acteur de très haut calibre, un comédien de très haut calibre, un chef d'entreprise d'un très haut calibre, ça amène aussi un certain savoir-être avec eux. Et c'est pas juste être devant eux et à leur cirer les chaussures pour avoir une vision plus belle de ce que je voudrais vraiment dire, parce que je dois rester très correct dans mes propos. Je pense que vous avez compris vers où je veux aller. Il y a une façon de procéder avec ces gens, c'est un mot que j'utilise régulièrement avec mes clients, une certaine délicatesse à avoir. Et c'est avec tous mes clients que je suis comme ça. C'est-à-dire que je donne une expérience. Il faut que ce soit le fun pour eux et le fun pour moi. Il faut que ce soit amusant, il faut que ce soit agréable. Et il faut que ce soit sans douleur. Je le dis souvent, voilà, avec moi, c'est des transactions qui vont bien se passer. Ça va être agréable. Je vais être là pour prévenir le problème avant qu'il arrive. Tout de suite avoir plusieurs plans de secours au cas où. Et faire en sorte que vous soyez traité comme vous le devez et avoir une expérience heureuse. Donc, tout ce que j'ai pu faire dans le passé, même si ce n'était pas dans le monde de l'immobilier, ça m'avait déjà un peu prédestiné à donner ce genre de service aujourd'hui. Quand on va... vous allez ça va être un drôle de parallèle. Vous allez d'un point A à un point B, il vous faut une auto. Vous pouvez y aller en Swift, vous pouvez y aller en Maybach, avec un chauffeur. La finalité, c'est que vous allez aller du point A au point B. C'est la même chose. Vous voyagez, vous pouvez voyager en économie, vous pouvez voyager en first. Vous allez aller, quoi qu'il arrive, de Montréal à Paris, par exemple, pour parler de mon background, pour aller à Paris. Je peux vous le dire, c'est plus agréable de voyager en première qu'en éco. Le service n'est pas tout à fait le même, le traitement n'est pas tout à fait le même. Ce qu'on va me donner comme ressenti ne va pas tout à fait être le même. Je veux toujours, et c'est ce que j'ai vraiment toujours l'intention de faire, c'est quand je travaille avec un client, il est le plus important pour moi au moment où je suis avec lui. Je te le disais, quand je suis au téléphone, avec un client, je réponds à personne d'autre. Quand je suis en visite, je suis là avec eux. Ils le savent que j'ai d'autres clients, par contre, à ce moment-là, il n'y a plus personne qui existe, à part eux. Et que ce soit des clients qui ont un budget très petit d'achat, des tout premiers clients qui veulent acheter, ou quelqu'un qui a une grande maison à Westmount qui vaut 15 millions de dollars. Et j'ai toujours voulu traiter les gens de la même façon, de façon très égale. Et dans ce cas-là, je ne descends pas le standard, je le monte pour tous. J'ai travaillé avec des stars internationales américaines en France. J'étais pas là en train d'être « Oh mon Dieu, vous êtes formidable ». Non, je les traite comme des gens, n'importe qui. Ils se lèvent comme tout le monde, ils se lavent comme tout le monde, ils vont aux toilettes comme tout le monde, ils vivent leur vie comme tout le monde. Ils apprécient aussi le fait qu'on les respecte comme des êtres humains et pas comme une pseudo-divinité. C'est ça mes standards. Et c'est ça que je mets en place tous les jours. Je ne sais pas si ça répond clairement à la question. Ah, absolument. Oui. Puis tu disais tantôt que tu fais très peu de prospection. C'est quoi les facteurs, dans le fond, qui impactent le plus ton pipeline? Ce qui impacte, c'est que, comme tout le monde, j'ai des nouveaux clients qui rentrent constamment dans ma base de données. Je le dis, parce que quand justement je parlais du concierge de Clé d'Or, je leur dis, moi, mon travail, je ne suis pas là pour vendre, je ne suis pas là pour acheter des maisons. J'en ai parlé, vous avez eu Jean-François il y a quelques épisodes de ça. Quand on s'est parlé, avant qu'il rejoigne justement l'agence, je lui ai dit, notre travail, c'est un travail de conciergerie. Une expérience.
on est des concierges de base de données. On est là pour nettoyer notre base de données tout le temps. Enlever les personnes qui n'ont rien à y faire parce que malheureusement, on ne leur apporte rien et elles ne nous apportent rien. Et on a toujours des nouvelles personnes qui vont rentrer. Et naturellement, les gens vont rentrer dans la base de données, soit par contact, parce qu'on connaît quelqu'un en commun, donc un ancien client, soit parce qu'on a une propriété qu'on a sur le marché en ce moment et qu'il y a un contact qui se fait bien. Je le dis à tout le monde, c'est-à-dire que des personnes qui viennent, je dis voilà, c'est peut-être pas pour vous la propriété, peut-être que je peux vous aider à ce moment-là. Et on a une discussion. Et une fois de plus, il y a un respect qui s'instaure. Il y a malheureusement dans notre métier des personnes qui prennent pour acquis tout ce qu'elles ont. Je me remets tous les jours en question. Tous les jours. Donc, c'est la confiance. Les clients, c'est important pour qu'ils restent avec toi, reviennent vers toi. Exact. Reviennent, te demandent conseil, te voient comme leur conseiller. Donc, la confiance est ultimement la raison de tes références aussi. C'est sûr, parce qu'il n'y a aucune raison sinon pour laquelle ils reviendraient me voir, ou ils reviendraient te voir toi aussi. Si tu n'as pas fait ton travail correctement et si tu leur as rien donné en plus, ils peuvent aller au coin de la rue, il y a 50 courtiers qui les attendent et qui veulent travailler avec eux. Exact. Qu'est-ce qui fait la différence entre une Mélanie Dubois, un Julien David et un Jean-Pierre Tremblay? D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un Jean-Pierre Tremblay qui est courtier, mais j'ai pris un nom au hasard. Tu n'as rien contre un Jean-Pierre? Non, j'en connais aucun personnellement, c'est pour ça. Mais peu importe que ce soit Pierre, Paul ou Jacques, le courtier, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est le service qui va être rendu, l'attitude qu'il a envers le client et l'expérience qu'il a donnée au client. Il y a malheureusement beaucoup de nos collègues qui, des fois, regrettent de voir que des anciens clients sont allés travailler avec d'autres courtiers. Ça arrive régulièrement. Et je leur pose la question, qu'est-ce que vous avez fait pour faire en sorte qu'ils reviennent travailler avec vous? Ah, rien. Voilà. Les gens prennent pour acquis. Ben oui, mais il m'a dit qu'il voulait retravailler avec moi. Puis il ne m'a pas rappelé. Fait que c'est quoi? C'est genre 90% des clients disent qu'ils vont retravailler avec leur courtier, mais il y a moins de 20% des clients qui finissent par retravailler avec ce courtier-là. C'est pas parce qu'ils les aiment plus ou ils les aiment pas ou ils n'ont pas eu une bonne expérience, c'est juste qu'ils ont arrêté de leur parler, entre guillemets. La vie, on ne fait pas des transactions à tous les mois, à toutes les années. Puis avec le temps, bien, les clients nous oublient. Et comme dit le dicton, loin des yeux, loin du cœur. C'est tout. C'est que si on n'appelle pas, comme je disais tout à l'heure, j'appelle régulièrement juste pour prendre des nouvelles, comment ça va. Ah, est-ce qu'il y a quelque chose dans la maison que vous vouleriez, c'est dur à dire, améliorer, vous souhaiteriez améliorer? Ouais. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je peux vous aider aujourd'hui? J'appelle jamais pour demander est-ce que vous avez des gens qui veulent acheter autour de vous? C'est le meilleur moyen de faire fuir les gens. Je fais partie des gens qui, quand on pousse vers moi, naturellement, je recule. Ouais. Donc non, il faut être rassembleur. Et on a des gens, et on en connaît tous comme ça dans notre métier, les gens les voient juste comme des collecteurs de chèques. Yep. Je leur dis oui, à la fin, je suis payé. C'est pas grave. Je fais faire mon travail correctement et je veux, peu importe la propriété, ça m'arrive souvent même de leur dire, vous hésitez entre deux propriétés et je vais pousser vers une propriété. Et je leur dis souvent, d'ailleurs, je travaille contre moi quand je te dis ça. Et ils me disent pourquoi? Je dis parce que celle-là, elle est moins chère, donc ma commission va être moins importante. Mais c'est celle-là qu'il te faut. Et je travaille toujours pour eux, quoi qu'il arrive. J'ai eu la chance de partir en week-end il y a quelques semaines de ça pour aller un peu me ressourcer au soleil. Et j'étais en transaction avec un client à ce moment-là. Il m'a dit, je te rappellerai quand tu rentres. Je dis, ok, pas de problème. Et je vois que pendant la fin de semaine, le prix change, il le baisse. Et là, je sais que ça allait bouger très vite. Et on parle d'une propriété à plus d'1 million de dollars. Et je l'ai appelé, j'ai dit, Alexandre, il faut qu'on bouge. Il m'a dit, ouais, mais je ne veux pas te déranger, c'est tes vacances. Je dis, Alexandre, c'est pas grave. Je prends les 5 minutes qu'il faut maintenant. On a tout négocié pendant que j'étais en Floride, pendant qu'on faisait du magasinage avec ma conjointe. Il m'a dit, ouais, mais bon, si on ne l'achète pas, j'ai pas envie que tu travailles et que finalement on l'est pas, que tu n'aies pas ta commission. Je dis, c'est pas grave si j'ai pas ma commission sur cette transaction-là. On travaille ensemble, j'aurai une commission, quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre. C'est pas grave. Et si j'en ai pas à la fin de la journée, c'est pas grave. Mon année est déjà prévue. Je travaille
sur l'anticipation. Oui, puis c'est le futur. Ce client-là va toujours te Exactement. rappeler, il va toujours apprécier, il va toujours te référer. Donc, tu peux perdre une transaction peut-être dans ce moment-là, mais c'est sûr qu'il va t'en donner 3, 4, 5, 10 autres. Exactement. Parce qu'il va toujours s'en souvenir. Et je t'avouerai, même des clients des fois qui me disent finalement on a trouvé une propriété de notre côté, sans toi on s'excuse, on t'a fait travailler pour rien. Beaucoup de nos collègues peuvent, je dis pas beaucoup peuvent. Et c'est naturel aussi d'avoir comme ce sentiment, d'être un peu déçu et un peu aigri par rapport à ça. Mon premier réflexe, c'est félicitations. Oui. Félicitations. Comment ça? Je dis, c'était quoi le but? Le but, c'est que vous trouviez une propriété. Vous l'avez trouvée? Oui. Vous êtes heureux? Oui. Ben voilà, c'est tout. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez jamais à m'appeler. Régulièrement, ça arrive, comme à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe après? Il te rappelle. Et j'ai justement un de mes amis qui cherche à appeler, on lui a parlé de toi. C'est clair. Je ne prospecte pas. C'est les gens qui prospectent pour moi. Génial. Quelle belle leçon. Justement, j'allais te demander un exemple concret par rapport à un bénéfice économique qui aurait été fruit de justement cette approche-là ou ton éthique de travail, je pourrais dire. Je pense que justement, côté référencement, ça en est une bonne. Est-ce que tu as un exemple en particulier que tu aimerais partager par rapport à justement un repeat business qui a potentiellement été tenu vraiment quand tu t'y attendais pas ou sur un moment, ce que je veux dire, peut-être quelque chose, peut-être une référence que tu avais complètement perdu le fil de la source plusieurs années plus tard. Je sais que justement, tu as référé à Jean-François Gingras, il y a quand même quelques histoires justement de son côté, lui, comme par exemple une transaction en location des collègues, justement, on n'est pas intéressé à prendre le temps. Lui, il a pris le temps, les a accompagnés. Par la suite, en même pas un an, justement, ça a amené à une référence, plus l'achat de la première propriété dans 24 mois. Est-ce que tu as une histoire un peu similaire où ça t'a vraiment le tout? Est-ce que tu as eu un bénéfice de l'approche ou l'éthique de travail que tu as donné? Oui. Ça va être un peu plus... Il va falloir me suivre pour ça. Ça va être une fois plus une histoire à la française. Alors, j'ai rencontré des clients sur une propriété que je vendais dans le Mylène, un condo de luxe, qui cherchaient une propriété à acheter. C'était malheureusement pas la bonne pour eux. Donc, comme à chaque fois, je leur dis, voilà, si c'est pas la bonne, laissez-moi savoir ce que vous recherchez, on peut en discuter. On a un peu discuté, donc ils m'ont un peu expliqué ce qu'ils recherchaient à ce moment-là, et ils avaient également une propriété à vendre. Une autre propriété de luxe, cette fois-ci dans NDG. Je vais chez eux, on en discute, ils sont prêts à mettre la propriété en vente parce qu'ils voulaient vendre pour avoir les fonds nécessaires pour acheter la prochaine propriété. On met la propriété en vente, on est sur le marché et là malheureusement on n'a pas la réponse qu'on souhaiterait du marché. On essaye, ça ne marche pas. On a reçu une seule offre qui n'était pas à la hauteur de leurs attentes et ils décident finalement de mettre la propriété hors marché. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup de frustration de leur part et de la mienne aussi qui peut arriver parce qu'on a beaucoup d'attentes quand on est dans ce genre de transaction. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Ils me mettent quand même en contact avec des amis à eux qui étaient en contact avec un courtier pour vendre leur maison à Westmount. Je parle à ces clients qui sont encore en contrat. Je leur dis malheureusement, je ne peux pas vous parler, vous avez un contrat d'achat, vous avez un contrat de vente. Du fait que vous êtes engagé avec un courtier, l'éthique veut que je ne puisse pas vous parler. Puisque je ne peux rien dire qui pourrait créer une friction entre vous et votre courtier qui pourrait changer en fait l'image que vous avez du courtier. Exact. C'est une des règles d'éthique qu'on a dans notre métier. On ne peut pas parler dans le dos d'un autre courtier et on ne le fait jamais, qu'il soit ou qu'il ne soit pas en contrat avec un courtier. Pour moi, c'est déjà essentiel. Ça montre déjà aussi qui on est dans le savoir-être. Il y a une certaine classe à avoir. On discute et puis je regarde juste le listing et je dis à mes clients, selon moi, ils devraient changer la couleur de leur bibliothèque parce que le jaune qu'ils ont mis va enlever pas mal de monde, il faudrait le mettre en blanc. Je donne quelques conseils à mes clients qui parlent à leurs amis. Elles m'appellent en me disant, voilà, si la semaine prochaine c'est pas vendu, on vous donne la maison. Je dis, ok, très bien, pas de problème. Elle m'a dit d'ailleurs au téléphone, ça m'a fait beaucoup rire, elle m'a fait, on a suivi vos conseils, mais bon, là maintenant, ma bibliothèque, elle est blanche, elle est plus chez moi, ça ressemble plus à chez moi. Je lui dis, bonne nouvelle, c'est pas censé ressembler à chez vous, c'est censé ressembler à la maison de l'acheteur. Donc c'est ce qu'il faut. Bien. C'est pas votre maison. On a obtenu les résultats désirés. C'est bon, ça fonctionne. C'est plus votre maison.
Malheureusement pour moi, ils ont vendu la maison dans ce laps de temps en ayant changé les couleurs. Donc, deuxième transaction qui tombe, deuxième frustration, parce qu'on parle une fois plus de propriété de luxe. Ça fait 2 sur 2, parce que là, je passe vraiment pas pour un champion quand même. Le top 20%, il n'est pas gagné. Toutefois, leur fille habitant à Montréal doit vendre parce qu'elle va partir vivre à Québec. Okay. Je mets son condo en vente, que je vends en 1 semaine, sur le plateau, ça se vend très vite. Dans le même bâtiment, il y avait le même condo au 3e étage du bâtiment à vendre, avec une autre courtière qui est, malheureusement fait partie de ce que je considère des courtiers fantômes. Donc elle met une pancarte, elle met une boîte à clés et on ne la voit jamais. Ça ne se vend pas, les clients m'appellent. Je vends le condo. Il est vendu rapidement également. Pendant cette vente, je rencontre plusieurs acheteurs avec leurs courtiers, plusieurs personnes, et il y a un client en particulier qui vient avec sa courtière, qui demande pas mal de questions, et il n'achète pas. Je le vends à un autre courtier. Il y a de ça maintenant 3 mois, je reçois un appel de ce client-là, qui avait visité avec sa courtière, qui me dit, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, on s'est rencontrés sur le condo que vous aviez à vendre sur telle rue. Je fais, oui, certainement, je suis désolé, j'ai vu quand même beaucoup de monde, c'est vrai que j'avais eu beaucoup de visites, donc je dis, j'ai vu beaucoup de monde dessus, je ne peux pas tout à fait replacer. Ma courtière avait demandé, par rapport à tel système que vous aviez fait installer chez vous, que j'ai fait installer chez moi. Je dis, ok, c'est bon, je vous remets maintenant. On parle de technique et de maison, le Rainman dans ma tête se met en route et puis il remet tout en place. Je dis, ok, pas de problème. J'ai justement mon condo que je voudrais vendre parce que là où je suis pas heureux, j'ai pas acheté ce que je voulais. J'étais un peu forcé ou en tout cas influencé à acheter le condo que j'avais. Je dis ok. Je dis vous habitez où? Il me dit Griffintown. Je dis ok, vous avez quel âge? 41 ans. Je dis là il y a un problème effectivement. Vous n'êtes pas dans la tranche d'âge de personnes qui doivent habiter dans ce quartier-là. Vous êtes juste entre les deux. Soit vous êtes trop vieux, soit vous n'êtes pas assez vieux. Oui, c'est ça. C'est les plus gros condos pour plus vieux, puis les petits condos pour les... Oui, exact. Et il me dit ouais, ça marche pas. Je vois son condo, je dis il est magnifique, effectivement, je comprends pourquoi la courtière vous a influencé à l'acheter. Elle dit seulement je me sens pas chez moi. J'ai mis le condo en vente, vendu en 1 semaine. On est en train d'acheter, on va certainement acheter quelque chose cette fin de semaine. Et grâce à ce condo, j'ai rencontré plein d'autres clients. Donc quand on parle un peu de comment est-ce qu'on peut justement interagir et comment les choses peuvent fonctionner, c'est juste en écoutant. C'est pas de Benoît qui disait ça. C'est en fait le père de Dan, a priori, qui m'avait dit ça. On a une bouche, 2 oreilles. Il faut écouter 2 fois plus qu'on parle. Jusqu'à présent, je parle beaucoup. Avec mes clients, j'écoute énormément. Et c'est important. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir des références, ce genre de choses? C'est juste en écoutant ce que les gens vont nous dire, c'est quoi ce qui est important pour eux. C'est jamais à notre sujet, c'est toujours eux. La star, c'est eux. Et mon ancien métier d'attaché de presse, c'était ça. Je travaillais avec des personnalités, avec des stars. Notamment la société où je travaillais faisait aussi l'organisation de gros événements à Paris pour les grosses avant-premières de films américains. J'ai fait des soirées avec Leonardo DiCaprio, il était à 2 mètres de moi. Il y avait dans la même pièce, il y avait Diane Kruger, il y avait Marion Cotillard, où on faisait la fête ensemble, et Gaspard Ulliel, qui malheureusement nous a quittés très récemment, il était à côté de moi, on commençait à boire du champagne ensemble, on faisait la fête ensemble. Donc, tu es solo depuis quand même un bon moment. 10 ans. Tu as une belle stabilité dans ta business, dans ta base de données. C'est quoi les prochaines étapes pour toi, pour ta carrière, pour toi personnellement? What's the next big step? La prochaine étape pour moi, c'est d'avoir certainement une adjointe, déjà pour commencer, pour me faciliter ma vie, pour aider mon 80%. Arrêter de faire les tâches de 20 $ de l'heure, puis te concentrer sur les tâches qui te rapportent 150 $ de l'heure. Exactement. D'une part, pour être plus efficace et donner encore un meilleur service à mes clients, parce que c'est toujours pour ça que je fais les choses. Quand je dépense $1, c'est que j'en ai gagné 4. Yes. On a la chance chez KW d'avoir quand même des très bonnes formations, pas des bonnes, des très bonnes, si ce n'est les meilleures en immobilier. Il y a des livres comme The Millionaire Real Estate Agent qui pour moi est essentiel parce que ça me donne quelque chose qui est très fondamental, c'est de comprendre aussi la gestion. Okay. Et on nous dit par exemple en courtier solo, c'est important par exemple d'avoir un 70% de revenus et un 30% de dépenses.
Yes. Je suis en général à entre 20 et 25% de dépenses. Donc je fais très attention à mes dépenses par rapport à mes revenus. Ce qui fait que je peux dépenser l'argent comme il faut, aux bons endroits ou au bon moment. Oui, tu fais attention, tu investis bien ton argent, mais tu fais un tracking. Tu as un tracking sur... tu as toujours un ratio quand même que tu suis régulièrement pour t'assurer que tu as le droit de dépenser cet argent-là. Et si tu n'as pas gagné l'argent, tu ne veux pas le dépenser. Si c'est pas... Tu as dit quoi? 4 fois? Bah, 1 $, 4 $? C'est peut-être un petit peu extrême, mais c'est ça, enfin. Ouais, 30, à peu près 70. 30% de dépenses parce que c'est dur de gagner de l'argent, c'est très facile de le dépenser. Et c'est la même chose pour la réputation, très difficile à faire, très facile à détruire. Donc je fais très attention parce que je gère une entreprise aujourd'hui. Chez Boîte Courtier Solo, je disais au tout début, avant j'avais l'impression d'être un artisan et de travailler au chèque à chèque et de ne pas savoir où je m'en allais. Aujourd'hui, j'ai une vision sur du long terme, je gère une entreprise et c'est comme ça d'ailleurs que je me présente auprès de mes clients. Je leur dis, je suis chef d'entreprise, j'ai une opération à gérer. Gary Keller le faisait en 1984. Ouais. Keller Williams Real Estate International, il était tout seul dans son salon. Voilà. Donc c'est juste... C'est de vendre sa vision, d'y croire, d'en parler, de le communiquer. Exactement. Oui, et même si ça n'existe pas encore. Et je mets en place des standards aussi pour moi. C'est-à-dire que même si la Julien David Team ou la DJ Team, parce que c'est mes initiales, donc ça peut aussi bien fonctionner, DJ. C'est cool, yes. DJ Team n'est pas encore en place, j'ai déjà mis en place les standards dans ma façon de travailler qui sont là tous les jours. Et j'en parlais justement pas plus tard qu'aujourd'hui avec une société pour faire de l'assistanat virtuel. Moi, c'est simple, j'ai besoin de certaines choses bien spécifiques. Et je vais devoir prendre aussi du temps à former cette personne-là derrière pour qu'elle fonctionne selon mes critères. Pour que je puisse avoir un niveau de service qui soit équivalent et qu'il n'y ait pas de cassure auprès de mes clients. Ce qui est le plus dur. Il y a une limite à tout ce qu'on peut faire. Après, effectivement, le seul moyen d'augmenter la cadence, c'est d'avoir une équipe. Et dans ce cas-là, on repart dans ce qu'on disait juste avant, la formation pour garder les standards. Et une fois de plus, avoir les clients. Et si on veut justement diversifier son niveau de clientèle, c'est l'opportunité qu'on peut avoir à ce moment-là d'avoir quelqu'un dans son équipe qui va avoir plus une approche business, plus une approche artistique. Et dans ce cas-là, en fonction des clients, après, on peut aussi justement varier. C'est pas avec le flash qui garantit les revenus ou le rayonnement ou l'attrait client. Et le soleil qui sort pour nous. À ce moment-là, c'est Dieu qui vient m'illuminer. mais blague à part, sur mes pancartes, il n'y a même pas ma photo. J'ai pas besoin, une fois de plus, c'est pas moi qui en avant. Il y a mon nom pour que les gens puissent m'appeler, il y a mon numéro de téléphone pour qu'ils puissent me contacter, ils savent qui appeler. Mais c'est pas moi que je vends. J'ai pas besoin de ça. Et je ne veux pas ça. D'une part, je suis pas... Là, l'exercice qui est fait aujourd'hui d'être devant une caméra, de parler, c'est quelque chose qui me met légèrement en inconfort quand même, parce que c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. Mais ça paraît pas. Vous avez eu un super beau témoignage d'un courtier qui est pas sur une optique transactionnelle, business à long terme. C'est vraiment centré sur le client et son expérience. Là-dessus, bonne semaine à tous, bon lundi. Bonne semaine. Au revoir. Salut.